Le film Arrête-moi si tu peux raconte l'histoire d'un gamin de 15 ans qui s'enfuit de chez lui et monte une des plus grosses arnaques de l'histoire des États-Unis. Au cours de sa carrière, il va se faire passer pour un pilote, un professeur, un médecin, un avocat et il va plusieurs fois s'échapper de prison. Le film de 2002 est basé sur le livre de 1980, lui-même basé sur l'histoire vraie de son auteur Frank Abagnale à la fin des années 60. Dans sa carrière de faussaire, il a encaissé en tout 2,5 millions de dollars de faux chèques, ce qui correspondrait en argent d'aujourd'hui à un peu moins de 17 millions de dollars. Impressionnant, surtout quand on sait que sa carrière s'est terminée à l'âge de 21 ans. La question est donc, comment est-ce possible pour quelqu'un d'aussi jeune de tromper autant de monde pendant plusieurs années? Et qu'est-ce que vous pouvez en apprendre? Soit pour éviter de vous faire manipuler, soit pour mieux réussir dans la vie. Si vous aviez vécu aux États-Unis dans les années 60 et que vous aviez croisé Frank Abagnale qui traversait l'aéroport d'un pas confiant en uniforme de pilote, auriez-vous suspecté qu'il était en réalité un arnaqueur? Et si vous travailliez au guichet d'une banque et que ce même individu vous demandait d'encaisser un chèque, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Dans les années 60, le poste de pilote d'avion était très prestigieux. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous auriez probablement encaissé le chèque sans poser plus de questions, comme l'ont fait des centaines de personnes à l'époque. Vous venez de vous faire manipuler, et pourtant il ne vous a rien dit de spécial. Au plus, il vous a fait un peu de charme, mais rien qui ressemblerait à une manipulation de l'esprit. Parce que l'arnaqueur de Arrête-moi si tu peux ne manipule pas votre esprit, il manipule vos perceptions. En d'autres termes, il manipule non pas la personne, mais le contexte. Frank Taylor, Pan Am, thanks for giving me a lift, boys. Go ahead and take a seat, Frank. We're about to push. What kind of equipment you on? DC-8? 707. You turning around on the red eye? I'm jumping puddles for the next few months, trying to earn my keep running leapfrogs for the weak and weary. No shame in that. We all did it. Si vous créez les bonnes conditions, vous n'avez pas besoin de manipuler l'esprit des gens, car ils feront d'eux-mêmes ce dont vous avez besoin. Dans l'extrait qu'on vient de voir, les conditions rassemblées par Frank sont les suivantes. Numéro 1, il porte l'uniforme. Numéro 2, il connaît le jargon des pilotes. Numéro 3, il se comporte avec une totale confiance en lui. Numéro 4, les pilotes ont certains droits, comme ici utiliser gratuitement le 3e siège dans n'importe quel avion. Et finalement numéro 5, les pilotes sont toujours traités avec courtoisie par les autres pilotes et aussi par les employés de la compagnie aérienne. Le contexte de cette interaction dicte que cet individu ressemble à un pilote, donc il est un pilote. Donc il est traité comme un pilote. Selon le philosophe militaire Sun Tzu, toute bataille est gagnée ou perdue avant même d'avoir commencé. C'est-à-dire que le résultat final de la bataille est déterminé par des jeux d'alliance, de préparation, de morale des troupes et de positionnement qui ont lieu avant même que la bataille ne débute. La même idée s'applique ici. Si vous créez les bonnes conditions, vous n'avez pas besoin de manipuler l'esprit des gens parce qu'ils vont d'eux-mêmes faire ce dont vous avez besoin. Étant donné le titre de cette vidéo, vous pourriez vous dire que je vous ai arnaqué et que vous n'avez pas forcément tort, mais c'est pour une bonne cause. Parce que voici une erreur que je vois souvent chez les gens qui s'intéressent à la persuasion que de très loin, c'est qu'ils se disent que la pub manipule l'esprit des gens. Et je vous avoue que si on pouvait vraiment manipuler les gens, ça rendrait mon travail beaucoup plus facile. Mais en réalité, ceux qui, comme moi, travaillent dans la vente, dans le marketing, savent que convaincre un client d'acheter un produit, c'est juste très difficile. D'abord, c'est une platitude dans le milieu de l'entrepreneuriat que si votre produit ne répond pas à un besoin, alors aucune tactique marketing ne va le sauver. Cette idée est exprimée par exemple dans la devise de l'incubateur américain Y Combinator, créer quelque chose que les gens veulent. Mais bien sûr, si le marketing pouvait complètement manipuler le consommateur, vous n'auriez pas besoin de lui donner ce qu'il veut. Et nous ne verrions jamais des produits lancés par des grosses sociétés avec une grosse machine marketing derrière échouer complètement sur le marché, alors que bien sûr, c'est ce qu'on voit tout le temps. Pour prendre un exemple plus proche du quotidien, vous avez peut-être un oncle ou un ami qui a des idées politiques qui vous semblent idiotes, et pourtant malgré tous vos efforts et toutes vos preuves apparemment irréfutables, eh bien vous n'arrivez pas à le faire changer d'avis. Bref, les gens ne sont pas si faciles que ça à influencer, et cette hypothèse de contrôle mental ne correspond pas aux observations qu'on peut faire dans le monde réel. Et le problème, c'est que si vous allez souscrire à cette hypothèse de contrôle mental, eh bien vous allez avoir du mal à persuader qui que ce soit. Pire, vous allez vous ouvrir à toutes sortes de manipulations, car bien sûr, vous imaginez que vous n'êtes pas affecté par la persuasion, ce sont seulement les autres qui sont influençables. Les détails spécifiques de l'arnaque de Abagnale sont intéressants à étudier pour mieux comprendre comment ce mécanisme fonctionne. Suite au divorce de ses parents, il s'enfuit de chez lui, mais tombe rapidement à court d'argent. Look, it's midnight, Mr. Mudrick. Where am I gonna go? You're a goddamn kid. Go home. Il essaye ensuite de faire passer de faux chèques, mais s'aperçoit que les banques ne lui font pas confiance et n'acceptent pas ces chèques. I'm sorry, but we're not allowed to cash checks from other banks.
how would we know if they were any good? What did you say your name was? Son coup de génie est donc de réaliser que l'uniforme de pilote confère un statut unique, même en dehors d'un avion. Et personne n'imagine qu'un pilote puisse tenter de faire passer de faux chèques. Et en effet, une fois équipé de son nouvel uniforme, il arrive à encaisser des millions de dollars de faux chèques sans qu'on lui pose de questions. Le pouvoir des uniformes en particulier est bien connu. Dans Influence et manipulation, Robert Cialdini décrit l'expérience suivante menée par le psychologue américain Leonard Beekman. La procédure de base était de faire une demande étrange à des passants dans la rue. Par exemple, ramasser un détritus ou se tenir à côté d'un panneau de bus. Dans la moitié des cas, le jeune homme qui faisait la demande était habillé en habits de ville normaux. Le reste du temps, il était habillé en garde de sécurité. Quelle que soit la demande, beaucoup plus de gens obéissaient quand ils portaient un uniforme de garde de sécurité. Dans une version particulièrement révélatrice de l'expérience, le complice arrêtait un passant et pointait vers un homme placé à côté d'un parc-mètre. Qu'il soit habillé normalement ou en uniforme de sécurité, la demande était toujours la même. Vous voyez ce gars là-bas ? Il a dépassé la durée mais il n'a pas de monnaie. Donnez-lui 10 centimes. Le complice s'en allait ensuite et tournait l'angle de la rue, de manière à ce qu'il soit déjà hors de vue quand le passant atteignait le parc-mètre. Le pouvoir de l'uniforme durait malgré son départ, et presque tous les passants obéissaient quand il portait l'uniforme de garde, mais moins de la moitié quand il était habillé normalement. On a ici un cas intéressant où l'autorité qui est conférée aux gardes par son uniforme dépasse les logiques qui auraient été dictées par la logique. On peut comprendre qu'un garde ait l'autorité de fouiller votre sac à dos à la sortie d'un supermarché ou de vous expulser d'un musée si vous essayez de toucher les tableaux. Mais en quoi est-ce que cette autorité s'étend à exiger de la monnaie d'un passant ? Logiquement, ça n'a pas de sens, mais dans la pratique, notre esprit ne fonctionne pas de manière cloisonnée et mélange un peu tout. Une autre conséquence étrange de cet effet est la loi d'expansion du gourou, qui fait que si vous donnez des conseils à quelqu'un dans un domaine précis et que vos conseils sont utiles, il continuera à vous demander toujours plus de conseils, y compris dans des domaines où vous n'avez a priori aucune expertise. Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué mes expériences avec ce phénomène, y compris l'effet assez étrange où des gens qui avaient 2 fois mon âge me demandaient des conseils sur leur couple. Mais je vous imagine bien derrière votre écran à vous dire que vous ne tomberiez jamais dans un tel panneau. Eh bien, figurez-vous que les sujets de l'expérience de Beekman pensaient la même chose. Beekman découvrit que les étudiants étaient capables de deviner avec une grande précision le pourcentage d'obéissance quand le complice était habillé normalement. 50% contre une réalité de 42%. Mais il sous-estimait largement le pourcentage quand il portait un uniforme, 63% contre une réalité de 92%. What are you saying? He's still here? 201. Thank you. On va terminer la vidéo par cette scène où l'agent du FBI, joué par Tom Hanks, apprend que l'arnaqueur qu'il poursuit est dans cet hôtel. Il se précipite dans sa chambre et on assiste à leur première rencontre. FBI! Come out of the bathroom! Step out of the bathroom! Hands on your head. Oh, that's the new IBM Selectric. Put your hands on your Change head. the print type in 5 seconds. Shut Just up! pop out. En rentrant dans cette pièce, Carl Hanratty du FBI s'attend à surprendre son suspect. En toute logique, le suspect va réagir d'une de 2 manières face au pistolet qui est pointé dans sa figure. Numéro 1, il va se rendre, ou numéro 2, il va tenter de s'enfuir. Mais à la place, il tombe sur un gars en costume cravate qui se lance dans un monologue. The ball. Put your hands on your head! Put your hands! You know, he's got over 200 checks here. A ton Hands of Indian on ink, your head! drafting. He even has little payroll envelopes Put it down. addressed to himself. From Put it down! Drop it! Relax! La méthode utilisée ici est celle du pattern interrupt, c'est-à-dire que Hanratty était dans un schéma d'action bien défini, ce schéma d'action qu'on pourrait appeler arrêter un suspect, mais ce qu'il découvre en arrivant dans la pièce ne conforme pas à son schéma mental. Et cette incompatibilité va introduire une forme de confusion mentale, et l'agent du FBI va chercher un autre schéma pour faire sens de la situation dans laquelle il se trouve, ce qui donne l'opportunité à l'arnaqueur de lui glisser un schéma de remplacement. You're late, all right? My name's Alan, Barry Allen, United States Secret Service. Your boy just tried to jump out the window. My partner has him in custody. I don't know what you're downstairs. talking about. L'esprit humain est mal à l'aise avec l'incertitude. Face à une situation qui ne rentre pas dans nos schémas mentaux, nous cherchons à tout prix une explication à laquelle nous pouvons nous raccrocher. You think the FBI are the only ones on this guy? I mean, come on. Come on, he's dabbling in government checks here. I've been following a paper trail on this guy for months now. Hey, you mind taking that gun out of my face? Please, really. I mean, it makes me nervous. Le pattern interrupt a permis à Bagnell de reprendre le contrôle de la situation.
Au début de la scène, Hanratty a le pouvoir, puisqu'il a le pistolet et il donne les ordres. Mais une fois que la confusion a été introduite, il attend instinctivement que son interlocuteur lui donne plus d'informations. Et donc, il a perdu la maîtrise de l'interaction. We see some credentials. Yeah, sure. Take my whole wallet. You want my gun too? Come over here, take my gun. À partir de là, la partie est gagnée, puisque Hanratty a accepté le cadre qui a été mis en place par l'arnaqueur. Et tout ce qui reste à faire, c'est de l'empêcher de regarder dans le portefeuille, ce qui est accompli avec une tactique vieille comme le monde, la distraction. Hey, look, just do me a favor. Take a look outside. Look out the window. My partner's walking him to the car as we speak. Look. Old guy almost pissed in his pants when I came through the door. He jumped right through the window onto the hood of my car. Et une autre technique, tout aussi classique, qui consiste à donner des détails visuels frappants, puisque quand on vous décrit une situation, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'imaginer. Et donc l'image est déjà dans votre tête avant même que vous ayez eu le temps de décider si elle est véritable ou non. Don't worry about it. Well, what's your name? Hanratty. Carl Hanratty. Mind if I see some identification? Sure. You never can be too careful these days. Et ça, c'était le coup de grâce où l'arnaqueur va complètement retourner la situation, ce qui permet de placer l'interaction dans un schéma familier et rassurant. Et ce schéma, on pourrait l'appeler une rencontre entre deux collègues. Dans la pratique, la manipulation ne ressemble pas à un argumentaire étincelant de brillance. Bien souvent, elle est invisible parce que les tactiques de manipulation les plus efficaces jouent sur nos attentes et sur nos préjugés. Quand un homme ressemble à un pilote, parle comme un pilote et se comporte comme un pilote, on ne doute pas qu'il est un pilote. Et quand un criminel n'a pas peur du pistolet qui est pointé dans sa figure et semble posséder plus d'informations que vous commencez à vous demander s'il n'est pas un collègue. Dans les deux cas, on joue sur vos attentes, soit en allant dans le même sens, soit en les contredisant, ce qui va introduire une confusion. Et comme l'esprit humain n'aime pas l'incertitude, vous allez tout faire pour trouver une explication alternative, la seule qui semble logique, qui est justement celle qui est offerte par l'arnaqueur. La seule vraie façon de devenir moins vulnérable à ces méthodes, c'est de devenir plus à l'aise avec l'ambiguïté. Paradoxalement, la seule manière de devenir moins influençable, c'est d'être moins certain. Moins certain de ce que vous voyez autour de vous, moins certain de vos jugements sur les autres, moins certain de vos croyances et, oui, moins certain de vos valeurs.